Est-ce que vous avez prévu le café? Est-ce que vous avez prévu votre tricot? Parce qu'aujourd'hui, je parle de Pérégrine et de tout le tout team. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Yule, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. J'espère que vous avez prévu votre café, la bouteille de whisky s'il le faut pour noyer votre désespoir, parce que bon, je parle trop en fait. Et votre tricot, ainsi vous êtes sûr de ne pas vous embêter. Donc aujourd'hui, je vais parler de Pérégrine, je vais parler des projets qu'il y a sur mes aiguilles, des projets qui sont terminés, qui sortiront pour Malakoff, et puis quelques questions. Donc je me suis posé la question, j'ai remarqué que dans les commentaires les derniers temps, en fait, il y a régulièrement des questions auxquelles je réponds, mais parfois je réponds de manière plus succincte que je ne le devrais ou que je ne le voudrais ou parce que je n'ai pas spécialement le temps. Et je pense qu'il y a des questions qui vaillent la peine d'être explorées en vidéo. Donc voilà, j'ai relevé une question, deux questions, quelques questions, et je pense que je vais faire ça régulièrement, vous répondre ponctuellement aux questions que vous posez en commentaire, parce que bon, c'est l'occasion de vous répondre un peu plus extensivement, mais aussi ça permet aussi de pouvoir que les personnes qui ne relisent pas les commentaires, parce que tout le monde ne s'amuse pas à lire les commentaires, puissent bénéficier aussi de ce que j'apporte. Et en général, ces questions ne nécessitent pas une vidéo en tant que telle, donc voilà. Alors, question sortie de patron. J'ai sorti un patron hier. C'est l'irrévérencieux. L'irrévérencieux, il est face sage et face passage. En fait, c'est un bonnet totalement réversible. Je voulais vous le montrer en direct, malheureusement, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Je pense que je l'ai laissé à Bruxelles, parce que la semaine dernière, j'étais chez mon fils à Bruxelles. On en a profité pour faire quelques photos avec le bonnet, et je pense que je l'ai laissé là, ou je l'ai posé à un endroit, et je ne sais pas, quand j'ai fait mes valises, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Bref, l'irrévérencieux, ici, c'est un bonnet qui est totalement réversible, et en fait, c'est un simple tube que vous allez plier avec quelques techniques pour montrer un côté sage, un côté passage. Vous faites un montage comme les montages de chaussettes en Turkish Caston ou en non, c'est Judy Magic Caston. Donc bref, un montage sans que vous ayez, avec le fil enroulé autour des aiguilles, sans que vous ayez ces petites boules qui sont liées à un montage, par exemple, en tail, qui sont les montages de chaussettes. Vous voyez bien la pointe, je vais vous montrer. Ici, sur la pointe de chaussette, en fait, vous voyez bien que ça, c'est un Turkish Caston. On ne voit absolument pas de délimitation. Eh bien, ça, j'ai utilisé cette technique-là pour le bonnet. Donc, on monte un certain nombre de mailles, puis on fait un tube, et puis à un certain moment, on va resserrer pour faire les côtes, et puis on va refaire un tube, une partie de tube, on fait des trous, puis on refait un autre tube, enfin, on finit le tube, et puis on grafte. Voilà, il est excessivement simple, en fait, il est vraiment fait pour les débutants obstinés, les personnes qui ont envie d'essayer de s'essayer à faire un bonnet un peu grunge, parce qu'il est un peu grunge en fait, c'est une collaboration avec Sylvain, mon acolyte de la Dream Team, qui est parfois très décalé, et bon, c'était le truc pour pouvoir exploiter des écheveaux de fingering. J'ai utilisé de la Mechita, de Malabrigo en 2 coloris. On a fait un prototype avec de la franc ocre et de l'archangel, mais il y a un deuxième prototype qui a été fait dans des couleurs un peu plus soft, on va dire. Donc il peut être passe-partout. Dans mes testeuses, il y en a qui l'ont fait un peu plus passe-partout. Un des gros avantages de ce bonnet-là, c'est qu'il se porte de deux côtés. Si vous avez envie d'ajouter des pompons des deux côtés, libre à vous. Mais c'est une double couche. Donc, comme c'est une double couche, vous n'avez pas froid aux oreilles. Parce qu'un des problèmes, quelquefois, en laine avec des bonnets fingering, c'est que quelquefois, quand ça souffle aux oreilles, ben, le bonnet ne suffit pas. Donc, il est vraiment fait pour pouvoir avoir bien chaud aux oreilles. Et c'est un simple carré que vous portez sur la tête, un peu comme les pussy hats qu'on a fait lorsque les femmes ont manifesté contre Donald Trump. C'est la seule sortie que j'ai faite depuis le début de l'année. Il y en aura d'autres. Voilà, je dis travail, de toute façon, mais comme Pérégrine allait arriver, j'ai un peu de mal à me concentrer sur le design pour le moment. Mais ce bonnet, vous le trouvez sur Ravelry, sur mon site internet, vous avez 20% sur le patron. Il s'appelle l'irrévérencieux, il est en français, il est en anglais. Vous avez besoin de 250 mètres de la couleur principale, de 160 mètres de la couleur euh, contrastante. Il suffit de, vous avez 2 tailles, pas il suffit, vous avez 2 tailles disponibles, donc ça peut aller du tour de tête 50 au tour de tête 60 centimètres.
Donc libre à vous, allez-y, je vous en prie. C'était une expérimentation, un côté un peu fun avant de reprendre le chemin du design un peu plus sérieusement parce que, bon, voilà, à un moment donné, il faut reprendre les choses un peu sérieusement. J'ai eu un peu un coup de mou, moi, pendant les vacances. Je sais pas si je vous en ai parlé, j'ai fait une grosse grippe, j'ai mis quand même plus de 3 semaines à en remettre. Donc voilà, pour le patron qui est sorti, le code est irrévérencieux pour les personnes qui ont envie d'avoir les 20%, et ça jusque ce dimanche minuit sur Ravelry et sur Crystal LK. Je mets les infos, les infos dans la borne info, ne vous tracassez pas à ce niveau-là. La suite, alors je parle beaucoup, je sens encore que cette vidéo va faire plus d'1 heure. Je suis désolée. Voilà. Je mettrai des chapitres pour que vous ayez l'occasion de faire autre chose si vous avez envie d'interrompre et vous y retrouver, parce que je parle beaucoup. Donc, j'ai lancé début de l'année un cal à Refresh Your Stash pour donner un petit coup de neuf à votre stash et pour utiliser des fils que vous n'aviez pas utilisés, que vous ne saviez pas trop quoi faire. Je trouve que, ben voilà, sérieusement, ça fait 6 semaines maintenant, ben, je pense que vous accrochez bien et je trouve ça super sympa. Alors, où est-ce que j'en suis, moi? Je vais chercher, je disparais 30 secondes. J'ai fait une paire, 2 paires de chaussettes et j'ai la 3e qui est en cours. Alors, la 3e, j'en ai fait une et je suis en cours avec la 2e. Alors, ça fait 3 semaines que je suis sur celle-là et je n'avance pas parce que je fais plein de choses à côté. Je l'ai pris ce tricot pour aller à Bruxelles et tout compte fait, je n'ai rien fait du tout. Mais du tout. Je n'ai pas tricoté une maille pendant que j'étais à Bruxelles, mais pas une. J'ai juste travaillé sur un patron et j'ai fait beaucoup de boulettes. Donc voilà, je crois que j'avais besoin de prendre un peu de mou et de mettre les aiguilles de côté. Donc, parce que j'ai surtout tracé pour un patron qui sortira à Malakoff, j'ai vraiment mis le turbo pour finaliser ce patron avant de partir à Bruxelles. Et ce patron, en fait, j'ai mis le turbo parce que je l'ai commencé, puis ça ne me plaisait pas, je l'ai défait, puis j'ai recommencé, puis je l'ai défait, et puis j'en arrive à ça. Voilà. Alors, il n'est pas encore bloqué. C'est un châle qui sortira, c'est un grand châle, il n'est toujours pas bloqué, donc il prendra, allez, 30% de grandeur à peu près. Vous voyez un peu, hein, c'est un châle 3 écheveaux. Cette base-ci, c'est de la Mérinos Mohair et Nylon Morino de chez Vulcan Yarns. C'est une collaboration que je fais avec Vulcan Yarns. Les combos seront disponibles à Malakoff. Donc, ce combo-ci avec un gris violet, un violet et des speckles. Et il y aura un autre kit de bleu, de gris avec un sous-ton vert bleu, un bleu clair et un clair avec des speckles un peu jaunes. Donc voilà, ça c'est la première version. Et contrairement à ce que plein de personnes m'ont dit, ce n'est pas de la brioche, c'est du point mosaïque avec des torsades. En fait, ce sont même pas, c'est des mailles glissées. Voilà, on travaille des torsades en fait et on joue avec les couleurs. Puis ici, vous avez un panneau de mosaïque en bas et puis du scissor and fan, un point de dentelle très très simple de toute façon. Alors c'est un châle qui nécessite un minimum d'attention, mais je pense que j'ai eu beaucoup de fun à le tricoter. J'ai terminé avec 500 mailles, je pense. Ouais, quelque chose comme 550 mailles dans ces eaux-là. Imaginez un peu, hein. Il y a des fois, je me dis, je suis un peu frappadingue, parce qu'après, il faut les rabattre. Alors, je vous ai fait grâce du rabat en picot ou en I-cord. C'est un rabat tout classique en Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Donc, je l'ai mis dans une vidéo. J'ai parlé de ce rabattage-là que je fais, ce rabat-là que je fais régulièrement quand je fais des châles, parce que ça donne... Alors, si vous faites ça sur un pull, c'est pas très joli, mais sur un châle, ça permet de pouvoir bloquer bien agressivement le châle. Donc voilà pour ce châle. Il est grand, hein? Il est grand. Et il s'appelle Lupin. Lupin, non pas Arsène Lupin, mais Lupin comme la fleur, en fait. Quoique Arsène Lupin, peut-être. Voilà pour le châle. Ce sera disponible à Malakoff, parce que vous le savez, je vais à Malakoff le 11 et 12 mars, ou 12 et 13 mars, je ne sais plus comment je vis, et mon mois de mars et mon mois d'avril s'avère être très compliqué. Il va falloir que je prévoie de filmer à l'avance, parce que je ne sais pas comment je vais faire. Parce que le week-end du 5, j'ai mon autre job qui est
le secrétariat et je passe présidente d'un club de PVL. Puis, il y a Malakoff. Puis, je vais à Nice. Ça, je vous en avais parlé le week-end du 25 et 26 mars. Le 25 et 26 mars, le 25, je donne cours de brioche et l'atelier complet. Et après-midi, je donne cours sur les mailles glissées et la mosaïque avec Simone et Ginette. Alors, il faut la contacter, elle, sur sa chaîne pour pouvoir avoir des places, parce que je ne sais pas exactement où les lieux ont changé, et puis moi je connais absolument pas Nice. Donc je vais débarquer, princesse, en avion avec ma fille, sur la Riviera française, et je vais vous donner cours. J'amènerai de la pérégrine, pour celles qui sont dans le coin, pour vous montrer la pérégrine, et le dimanche, j'espère bien profiter un peu de la Côte d'Azur, parce que je pense qu'il fait meilleur à la Côte d'Azur qu'il ne fait ici, même s'il pleut parfois de temps en temps. Ici, ben voilà, il pleut. Bergère. Il a beaucoup plu, il a beaucoup fait froid, voilà. Alors j'ai eu de la chance la semaine dernière, j'ai eu vraiment du beau temps, donc on a pu se balader, on a été voir la maison Van Buren, c'est une maison de collectionneurs, et on a pu faire le jardin, il faisait beau, on a pu se balader dans Bruxelles, j'ai pas eu de pluie, mais par contre là depuis que je suis rentrée, il fait très très moche en fait, très moche. Bon, voilà, c'est le mois de février, il pourrait faire -20. Prenons toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc voilà pour le châle qui s'appelle Lupin, 3 écheveaux, il est en test actuellement, il sortira à Malakoff. Donc je l'ai dit, Malakoff, puis je vais à Nice, et puis le week-end du 13 et 14 avril ou 14 et 15 avril, je suis à Brest-Laine, il y aura des ateliers, je les annoncerai bientôt, qui seront jacquard et brioche, si vous avez envie de vous inscrire, ça se fera via mon site, parce que c'est plus simple pour les organisatrices, parce que c'est la première fois qu'elles font un événement, donc ce sera via mon site. Je vous en reparlerai, ne vous tracassez pas, parce que là, c'est pas pour le moment, c'est pas encore annoncé officiellement, même si c'est très clair et si on sait ce que je fais comme atelier, il n'y aura pas énormément d'ateliers. Donc, vous réserverez alors directement auprès de moi et je limite, comme d'habitude, les ateliers à 12 personnes. C'est l'occasion parce que je ne vais pas souvent en Alsace de ce côté-là pour donner des ateliers. Donc voilà. Et puis, très probablement, 99,9%, on va dire que je serai en Normandie début juillet pour le fil de la Manche. Ça va être annoncé début mars, donc voilà, je vous fais un petit preview en fait. Je vous dirai, il y aura des ateliers aussi. On finalise les choses de toute façon et je serai là avec Pérégrine, Finn, enfin la Fingering et Pérégrine Dickey. Donc voilà pour les événements et ce que j'avais tricoté pour le salon. Alors, à la suite. Tadam! Alors, ça, c'est ce que j'ai fait hier avec Pérégrine Dickey. Je ne vous raconte pas l'aventure, enfin vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Je vais changer la couronne parce qu'elle ne me plaît pas, mais bref, voilà, ça c'est de la Dickey. J'ai utilisé 50 grammes de bleu, 7-8 grammes de vert, 7-8 grammes de rouille et environ 17 grammes de blanc. Alors, je vous le dis, je vais changer la couronne parce qu'elle ne me plaît pas, je vais détricoter ça tout à l'heure. Mais bref, voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas, j'espère que vous verrez un peu la définition de ce point, mais il est purement génial. Alors, je vous ai raconté, enfin, pour ceux qui débarqueraient, Pérégrine, c'est la marque de laine sur laquelle je travaille depuis 2016. Oui, 2016, nous sommes en 2023, donc ça fait 7 ans. En fait, fin 2016. Soyons honnêtes, on est début 2023, on va dire, ça fait 6 ans. J'ai eu l'occasion de connaître Igaëlle Duprier, qui était la coordinatrice de la filière laine à l'époque, parce que là maintenant, depuis le confinement, c'est plus elle, et malheureusement, la filière laine a rendu les âmes, a fait faillite, enfin, comment dire, elle s'est dissolue, l'association s'est dissolue à cause d'une mauvaise gestion quand Igaëlle est partie, une erreur de casting. Donc voilà, la filière laine a fermé, c'est terminé, la filière laine, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai travaillé en collaboration avec la filière laine et le but, c'était, moi, je voulais faire un fil. Alors, j'étais partie pour faire un fil avec des filatures anglaises. J'avais déjà pris contact avec des filatures, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire. Je voulais travailler avec John Arbonne ou avec non, comment est-ce que ça s'appelle? Je ne sais plus. Nature, Blackwood, un truc comme ça. C'est une autre microfilature. Enfin, c'est pas une microfilature, ce sont des grosses filatures. En Angleterre, il y a plein de filatures. Mais, les prix étaient élevés. 2, il y a eu le Brexit. 3, il y avait les prix et l'incertitude de ce que la livre allait devenir avec l'annonce du Brexit. Donc, moi, j'ai laissé tomber l'affaire. Voilà. Donc,
hop, projet avorté. Puis je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Et puis j'en ai profité pour en parler avec Igaëlle et elle m'a dit: «Beh, viens, on va en discuter». Et en fait, il y avait déjà un collectif qui était mis en place et le but, c'était de valoriser la laine locale, Estalen Mérinos et c'était nulle part, en fait, à cette époque-là. Il y avait quelqu'un qui avait déjà acheté des toisons d'Estalen Mérinos, mais c'était nulle part, vraiment nulle part. Le projet était nulle part et puis on a défini un peu ce qu'on voulait. Alors, on était plusieurs, mais bon, de là ne sont sortis vraiment que 2 acteurs, c'est-à-dire moi et une autre personne qui va faire des produits finis. Qui n'a pas du tout le même objectif que moi, mais ça permet de mutualiser les coûts. Et donc, moi, à cette époque-là, je voulais absolument faire un fil 4 brins peigné qui a un gonflant. Et voilà, je me lançais dans l'aventure, je ne savais pas où j'allais, on ne savait plus fait ça depuis des années avec l'Estalen Mérinos. Alors, l'Estalen Mérinos, c'est un mouton, je vous montre la photo ici, c'est un mouton qui est haut sur pattes, qui est un mouton qui a été créé au XVIIe, XVIIIe siècle, et la date exacte, je ne sais pas, mais par les fermiers de Lorraine et de la Sarre allemande, parce que c'est vraiment la Lorraine et l'Allemagne, si vous voulez, c'est vraiment très, très proche. Eh bien, ils ont développé un mouton qui était capable de fournir du lait, de la viande et de la toison, parce qu'à l'époque, eh bien, on n'était pas dans un système de surconsommation, donc on n'allait pas chercher son lait et son fromage au supermarché du coin, et le plastique n'existait pas. Et on pensait à rentabiliser, donc il fallait quelque chose, un animal qui soit tout... enfin, plus ils proposaient d'alternatives, mieux c'était. Et donc, ils ont vraiment travaillé la typicité de la race, ils ont travaillé le mouton, et ils ont fait venir d'abord des mérinos d'Espagne et d'Arles. Alors, le mérinos, à l'époque, n'était pas en Australie, puisque forcément, l'Australie était loin d'être ce qu'elle est actuellement au XVIIe siècle. Le secteur ovin s'est développé bien par la suite, mais bon, le mérinos, en fait, il vient pas d'Australie, en fait, hein, il vient du bassin méditerranéen. Donc, le mérinos, c'est un animal qui est habitué au bassin méditerranéen, à la limite les Alpes, mais il n'a absolument pas l'habitude de vivre en Lorraine. Donc, la Lorraine, c'est comme la Belgique, ça pleut, il pleut beaucoup, le sol est très trempé et c'est un animal qui est fragile des pattes. Donc, il n'arrivait pas à se reproduire, il n'arrivait pas à survivre et à proliférer, en fait. Et donc, ils n'arrivaient pas à tirer quelque chose d'acceptable du mérinos de l'époque. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont croisé un mérinos espagnol ou d'Arles avec une race de mouton qui s'appelle le mouton de Württemberg, qui est un mouton allemand, qui lui a très l'habitude du temps un peu merdique de la région. Et donc, ils ont croisé, ils ont créé l'Estalen Mérinos. Voilà, alors, en gros, c'est ça, l'Estalen Mérinos. Donc, c'est devenu une race distincte sur laquelle il y a eu des sélections génétiques, il y a eu des concours d'Estalen Mérinos, et c'est devenu un animal en tant que tel, c'est devenu une race de mouton en tant que tel, comme vous avez le Blue-Faced Leicester, comme vous avez le Leicester, comme vous avez le Westlandale, c'est devenu une race en tant que telle. Donc, l'Estalen Mérinos, c'est une race de mouton qui existe depuis très longtemps en France et avec l'ère industrielle, la perte, d'intérêt pour le tricot, pour la fibre naturelle, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé du Mérinos superwash, quand j'ai parlé des fibres synthétiques. En fait, à la fin des années 40, on a commencé à basculer, à ne plus se servir de la laine parce que la laine, il y a rien à faire, ça feutre et puis ça a été l'avènement du plastique. Donc la laine, c'est tombé en désuétude à part le mérinos, parce que les Australiens ont mis vraiment l'énergie pour garder ça, parce que eux, c'est leur core business. Enfin voilà, l'Australie vit beaucoup du mérinos, donc ils ont voulu garder cette typicité, garder les troupeaux, faire de la sélection génétique, mais nous, on a perdu beaucoup ici en Europe. Moins en Angleterre, parce que les Anglais ont quand même gardé cette notion du respecter la race, respecter la génétique, avoir des laines qui sont dédiées plus à ça que ça. Il y a eu l'époque du aristuide, les fils issus les poils, l'aristuide issu de certains mérinos, c'est un hybridéane par exemple. L'hybridéane, c'est très, très désagréable au toucher, mais comme la laine est foulée, ça se porte très bien et en plus, ça a une capacité au niveau thermique, si vous voulez, qui est vraiment génial. Et puis ça a été mis, j'en ai parlé, je parle dans tous les sens, hein, mais
Ça a été mis très en avant par Édouard VIII, si j'ai bon souvenir, un des rois anglais du début du XXe siècle. Et on a eu l'intérêt pour le ferraille, pour le tweed, etc. Donc c'est très resté dans la culture anglaise. Les Scandinaves ont gardé ça aussi, parce que en Scandinavie, il fait très très froid, mais nous par contre, on avait vraiment perdu énormément au niveau textile. Les bassins textiles de Verviers, du nord de la France, ont perdu énormément. Il y a du savoir-faire qui a été complètement perdu. Donc, on se retrouve que vous avez la région de la Creuse où on fait encore du fil cardé, mais du fil peigné, c'est très difficile. Vous avez encore des sociétés comme Bergère de France, mais Bergère de France, elle n'est pas brillante parce qu'il y a des conflits familiaux. C'est pas question enfin, et puis ils ont introduit énormément d'acrylique. Donc, vous voyez un peu, le marché était complexe. Donc, l'Estalen Mérinos, il a perdu réellement de sa splendeur. C'était une fibre qui était vendue plus cher sur le marché des négoces de la laine il y a 50 ans que le Mérinos. Et voilà, il a perdu de sa splendeur. Donc, l'Estalen Mérinos a continué à être produit par les éleveurs de la Lorraine, mais vous savez plus d'énormes cheptels. Il y en a encore, il faut les chercher, mais vous n'avez plus cette sélection génétique qu'il y avait avant pour la finesse de la laine. Alors, il y en a, et on retrouve des traces, et voilà. Bon, je vous expliquerai ça après. Donc, voilà, on est parti de là. Estalen Mérinos. Alors, ça a été un gros défi en se disant, est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on va y arriver? 2017, il a quasiment fallu il a fallu quand même beaucoup de temps en fait pour trouver. On a trouvé des toisons. Il y a un petit éleveur qui a récupéré des moutons qui servaient à faire de l'entretien de zones historiques du côté de la Moselle. Et puis on a trouvé un éleveur dans l'est de la France, et il y en a plusieurs, il y en a quelques-uns, mais pas énormément, et on lui a acheté des toisons. Voilà, on a acheté les toisons. Mais après, il a fallu laver, parce qu'il faut laver d'abord, puis il faut mettre en cardé, mettre en ruban, et puis filer. D'abord, il a fallu trouver, laver, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. En Belgique, il y a une industrie qui fait du lavage de laine, c'est Tretex. Ailleurs, il y avait les laveries Laurent dans le sud de la France, ou je ne sais plus où exactement, mais bon, en France, je pense que c'est plutôt dans le centre, mais il y a eu des problèmes à l'époque parce que le propriétaire est décédé, maintenant c'est reparti, mais bon, il n'y a pas énormément de possibilités pour laver des toisons. Donc on a ça, par contre, on a réussi à faire. Puis on a dû chercher une entreprise, parce que c'était quelque chose qui ne se faisait plus, qui acceptait de peigner notre laine. Donc, parce que carder, c'est pas trop un problème. Vous allez chez Terrade, vous savez faire carder votre Terrade, c'est dans la Creuse. Vous connaissez tous Feltin, vous savez faire carder votre laine. Mais peigner, c'est d'autres contraintes techniques en fait. Il faut une certaine longueur de fibre, et donc là, on n'était absolument pas sûr. Du début jusqu'à la fin, on n'a été sûr de rien. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est envoyer en laboratoire pour qu'on calcule, d'abord la longueur de la fibre moyenne, et deux, les microns. Alors, les microns, c'est quoi? C'est l'épaisseur de la fibre. Je vous en ai parlé dans les fibres. Je ne sais plus je pense que j'ai parlé dans l'alpaga, en fait. On parlait des microns, et le mérinos, c'est 18-22, grossièrement, quelquefois 24, ça dépend un peu du type de mérinos. C'est plutôt 20, le mérinos classique, quelquefois 22. Quand vous avez les mérinos extra fins italiens, c'est 18, mais les mérinos basiques, c'est plutôt 20 ou 22. Et puis les mérinos vraiment du tout venant, c'est du 24. Donc nous, on a fait analyser les Stalen Mérinos, on a dit, ok, elle peut être peignée. Donc on a envoyé ça dans une entreprise qui fait du peignage, qui carde et qui peigne. Alors d'abord, je vous ai déjà expliqué, carder, c'est désorganiser le fil, d'abord, et ça enlève les poils, et puis on peigne, et peigner, c'est on aligne toutes les fibres dans le même sens, et vous avez une déperdition, parce que ça va enlever toutes les petites fibres courtes, ce que n'enlève pas le cardage. Donc ça vous permet d'avoir une certaine uniformité dans les fibres, d'enlever énormément de débris végétaux qui n'auraient pas été enlevés lors du tri, lors du lavage, lors du cardage. Quelquefois, il reste un peu de débris, donc ça permet d'enlever ça. Et vous avez ce qu'on appelle un ruban. Donc, vous en avez probablement déjà vu, je vous mets ça ici, un ruban, et ça, c'est un prêt à filer. Le gros problème a été trouver la filature, parce que ça a été très complexe à trouver. On a voulu travailler avec Bergère de France, mais Bergère de France, ouais, c'est un peu au niveau business plan, ils n'étaient pas trop intéressés. Puis ils nous ont fait une offre qui était complètement indécente pour ce qu'on demandait.
Voilà, donc ils nous ont un peu baladés, ils ont mis du temps à nous répondre, puis on a cherché pendant longtemps, 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 puis on a pu contacter Biella en Italie, et puis on n'a pas vraiment eu, parce que Biella c'est quand même le berceau textile d'Italie, et on n'a pas vraiment eu de réponse, mais et puis pour finir, on a trouvé une filature en Suisse qui a accepté de filer, parce que notre batch n'était pas énorme non plus, il ne faut pas oublier ça, c'est que ces grosses filatures qui font du fil peigné, mais quelquefois, vous arrivez avec 50 kilos, ils ne vont pas vous faire un fil de peigné. Alors vous avez le choix d'aller en microfilature. Mais le problème de la microfilature, c'est le prix qui triple, voire quadruple. Bon, bref, voilà, ça c'est le premier badge de Pérégrine. Le premier badge de Pérégrine, et la filature chez qui on a été en Suisse ne teignait pas. Donc il a fallu trouver pour teindre. Et on a fait revenir ça à Tournai, parce que Tournai c'est aussi le berceau du textile, et notamment de la tapisserie de haute lisse, un peu comme Aubusson. Et là, ils ont eu une connaissance de la couleur, puisqu'ils font de la réparation de tapisserie, de la restauration de tapisserie, et qui font des analyses chromatographiques. Donc, ils ont une connaissance de la couleur sur la laine, puisque les tapisseries de l'époque étaient faites en laine, donc on a fait teindre notre laine là-bas. Voilà, ça c'est le tout premier badge de Pérégrine, dont il me reste encore des écheveaux. Après, on s'est dit, moi, voyant que ça fonctionnait quand même pas mal, je me suis dit, je vais faire un deuxième batch. Donc, vous savez tous, hein, il y a eu le Covid, au moment de faire teindre la laine, les machines, c'est tombé le Covid, quand il a fallu relancer quand il a fallu relancer la production du premier batch pour l'atteindre, les machines ne démarraient plus, ça ne fonctionnait plus parce que ce sont des machines qui ne doivent jamais s'arrêter. Les pièces viennent de Chine, vous voyez un peu l'ambroglio. Donc en fait, ça a pris 1 an et demi de retard. Donc j'ai pu commercialiser Pérégrine Batch 1 en mai 2021. J'ai commencé en 2017. Pour vous donner un peu une idée, un ordre d'idée. En mars 2021, je me suis dit, il faut que je refasse un batch. Donc on a recontacté l'éleveuse et là, on a pris tout du même élevage. On n'était plus que 2 sur le coup. On a acheté 900 et quelques kilos de laine et on a fait même processus, laver. On avait maintenant on avait les acteurs. Maintenant, c'était un peu, on se dit, ça va être plus rapide forcément. Donc, on savait où aller faire laver, on savait comment faire pour faire le laboratoire avant d'envoyer pour peigner, puis on savait qu'on allait faire filer. Alors, on a fait laver, enfin, on a envoyé pour laver, il y a eu les inondations en Belgique. Je vous ai dit, Tretex, c'est la seule entreprise quasiment au niveau européen qui lave encore de la laine, sauf chez Laurent. Et en fait, dans les inondations, le bâtiment, je suis désolée, vous allez entendre, il y a des travaux dans la rue, mais voilà, ça fait 10 jours que ça dure quand même. Et donc, ils sont en train de creuser pour installer des canalisations. Il y en a un qui travaille et 4 qui regardent. Mais bon, bref. Donc là, si vous entendez la grue ou le marteau-piqueur, c'est parce qu'il y a des travaux, mais ça ne va pas durer, ils vont prendre leur pause. Donc, j'en reviens à... donc, on a fait laver, on a envoyé à Tretex, et nous, c'est un petit batch, donc ils nous ont mis en attente. Et puis, ça devait être lavé, ils prennent leur congé au mois de juillet, et ça devait être lavé en août. Donc, on s'est dit, ça va aller plus vite. 20 juillet, ou 19 juillet, je ne sais plus, inondation. Le bâtiment sous l'eau. Il y a eu énormément de morts. Tout l'inventaire est parti. Donc, le bâtiment administratif est parti parce que c'était du préfabriqué. Les machines sont dans une industrie plus ancienne, datant du 19e, je pense, ou du 18e. Mais les machines ont été sous l'eau aussi. Donc, il n'y avait plus d'inventaire. Donc, on ne savait plus où était quoi et quoi était où. Donc, il a fallu retrouver et identifier les ballots, parce que des ballots, c'est 100 kilos. Mais, comme les transports avec la Chine étaient fermés, parce qu'il faut savoir que la majorité des laines qu'on achète en Europe sont envoyées en Chine, il fallait bien stocker cette laine quelque part. Donc tous les négociants en laine, ils avaient mis les laines où? Chez Tretex. Donc il y avait une quantité astronomique de laine. Donc aller tracer un peu alors qu'il y a 5 fois, 6 fois, 10 fois plus de laine que d'habitude. Donc ça a pris un temps certain. Nous, on s'est dit, c'est mort, c'est foutu, on va être indemnisé pour rien, en sachant que des toisons, vous achetez 3 € du kilo, quand on achète de manière très saine. La Chine, elle achète à 50 cents. On s'est dit, ça y est, c'est fichu, vous ne rachetez pas de la laine comme vous achetez du plastique, quoi. Hein. Vous produisez, c'est 1 fois par an, la tonte. Donc on s'est dit, c'est fichu.
Et donc, ben, le temps que Trétex se retourne, il y a des ballots de laine qui sont partis, dans la Meuse, qu'on a retrouvés à Chesnay. De la laine lavée, c'était fichu, elle était toute mouillée, il a fallu l'acheter. Et nous, par chance, en fait, comme il y avait énormément de quantité, la laine n'a pas été stockée au même endroit. Donc elle a été sauvée. Mais bon, il a fallu du temps pour qu'on retrace où était notre laine. Donc au lieu d'être lavée en août, je pense qu'elle a été lavée en novembre, je crois, je ne sais plus exactement. Soit, donc elle a été lavée. Une fois lavée, on a fait faire les labos et on a envoyé chez le producteur de ruban. Covid, toujours. Parce que le producteur du ruban, il a pris énormément de retard parce qu'il fonctionnait avec du personnel, mais ce personnel, vu les restrictions et vu qu'on devait isoler les personnes avec du Covid, ben, il s'est retrouvé qu'il fonctionnait à production réduite, forcément, puisque Covid. Donc, ça a aussi pris du retard. Donc, on s'est retrouvé, quand notre laine, en fait, elle est alliée à la filature, il y a, je ne sais plus, ça doit être septembre de cette année, hein. Donc, je ne saurais plus vous dire exactement parce que je préfère ne pas m'énerver, sinon ça ne va pas aller. Donc, elle est alliée à la filature. Alors là, la filature, c'est venu un problème parce qu'on ne savait pas à quelle filature s'adresser. Parce que là, on a décidé de changer de filature. En fait, on était parti pour aller en Suisse. Le problème de la Suisse, c'est que vous faites rentrer votre laine sur le territoire et puis vous la sortez et vous payez de la TVA. Et il ne l'atteignait pas. Et donc, il fallait trouver un truc pour teindre et pour mettre en nos chevaux. Or, on a trouvé une entreprise qui travaille dans le nord de la France, juste à côté de l'entreprise qui fait les rubans, et ils ont accepté de filer notre laine. Alors, au départ, et là, le contact a été super génial, ils ont vraiment été sympas, c'est aussi une très grosse entreprise, mais eux, ils font des couleurs et GOTS en plus. Donc, au départ, en fait, ils nous ont dit « Oh, ça ne va pas être possible de pouvoir faire la laine chez nous. Le fil est trop court. » Donc, ils ont reçu les résultats de Dabo, et puis on a un peu insisté. Ils ont dit, bon, on va peut-être voir si on ne peut pas travailler en collaboration avec nos partenaires qui travaillent en Italie. Donc, notre laine serait partie en Italie. Et puis, on les a tellement titillés qu'en fait, le directeur de l'entreprise, il s'est dit, ouais, mais on sait quelque chose qu'on faisait déjà dans le nord de la France. Et donc, il s'est dit, mais on pourrait peut-être relancer l'entreprise et la filature historique. Et donc, ils ont relancé des machines et la laine, l'Estalène Mérinos, a été produit sur les machines historiques dans l'entreprise. Enfin, elles sont peut-être plus historiques et ils ont peut-être changé certaines choses, mais dans la filature historique, donc cette laine, en fait, d'un Belgique, France et Suisse, le deuxième batch, il a juste été lavé en Belgique et tout a été fait en France. Donc, ça a été récolté en France, donc ça a poussé sur le dos du mouton en France, ça a été récolté en France, ça a été lavé en Belgique, ça a été mis en ruban, ça a été mis en fil et ça a été teint en France. Donc c'est un Made in France en fait. Donc je peux me targuer d'avoir le label Made in France. Donc voilà pour vous parler de Pérégrine, c'est un fil local. J'ai plus de stock cette année, donc j'ai plus 170, 170 kilos, quelque chose comme ça, donc 17 000 chevaux. Dans différentes couleurs. J'ai fait 40% en fil Decay et 60% en fil Fingering. Et je vais vous montrer le résultat. Donc ici, c'est de la Decay. Le fil, voilà ce que ça donne. Alors, normalement, je devais recevoir des codes d'1 kg. J'ai reçu des codes de 2,5 kg. Voilà. Alors, je ne les vends pas les vendre comme ça, ne vous tracassez pas. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est le fil, c'est la toison. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est la couleur de la toison naturelle, donc non teint. Et ce fil, voilà ce que ça donne. Ça, c'est le fil Decay. J'ai fait des échantillons. J'ai fait un petit échantillon. Ben, j'ai fait un échantillon pour ceci et j'ai fait un échantillon que je ne sais pas où. Je disparais 30 secondes. Il est là-bas. Voilà. Voilà, ça donne ça. Est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, c'est dans le bon sens. Non, c'est pas dans le bon sens. Voilà, ça donne ça. En fait, c'est un oui brun. Parce que moi, je voulais un fil, un retors assez sympa. Et honnêtement, je suis super contente du résultat. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais elle est vraiment ce qu'on dit en anglais squishy. Je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Et honnêtement, hein, alors, si vous êtes super sensible et vous n'aimez que le cachemire, vous allez trouver qu'elle pique. Mais objectivement, je pense qu'elle ne pique pas du tout, à mon sens. Voilà, il y a des mérinos qui piquent. Je suis vraiment contente du résultat. Donc, on a un fil Decay. Et j'ai un fil Fingering qui doit être, je ne sais plus où.
est-ce que j'ai monté du fil fingering? C'est une bonne question. Oui, là-bas. Donc, j'ai pas refait toutes les couleurs parce que j'avais fait cette couleur, enfin 6 avec, et la naturelle, le fil fingering, il est ici. Voilà, comme ceci. Voilà. C'est du 400 mètres au 100 grammes et l'autre, c'est du 200 mètres au 100 grammes. Donc voilà, ça, c'est du 4 brins et l'autre, c'est du 8 brins. Franchement, je suis vraiment très contente du résultat. On va voir un peu à la tenue ce que ça donne au niveau des couleurs, mais c'était un sacré défi, je vous avoue, parce que on a choisi les couleurs et j'ai reçu la laine, mais il a fallu que maintenant j'ai reçu ça en bobine, il faut mettre ça en écheveau. Donc j'ai trouvé un échevaudoir, j'ai cherché parce que ça n'est plus si facile que ça à trouver, on n'en trouve pas en Europe. Je l'ai fait faire, je l'ai commandé aux États-Unis en cherchant longtemps parce que ce n'est plus si simple non plus d'en trouver aux États-Unis. Et j'ai trouvé quelqu'un qui le fabrique. Là, il devrait arriver aujourd'hui par la poste parce que j'ai eu droit à la douane, dédouanement. Enfin bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin de la poste belge. Voilà, c'est resté. Je crois que j'ai reçu le message la semaine dernière, lundi dernier. Et en fait, ben, je le recevrai aujourd'hui. Ça fait je ne sais pas combien de jours que c'est à la douane en Belgique. Ça a mis plus de temps à être dédouané et traité. Ils m'ont demandé 50 € de frais de dossier. Voilà. Bon, bref. Voilà pour la laine. Alors, ce fil-là, vous allez le retrouver à Malakoff. Je le mettrai sur site d'ici peu parce que je vais migrer mon site internet parce qu'il ne supporte plus les excès de produits. Enfin, je peux plus, j'arrive plus à. Il rame beaucoup quand je dois rajouter des produits. Donc là, je change de fournisseur internet. Donc la migration va se faire incessamment sous peu. Donc voilà pour le fil. Ce fil donc sera à Malakoff, mais je vais le mettre sur internet. Les fils, les écheveaux seront de 100 grammes pour le 400 mètres, pour la fingering, et de 50 grammes pour le fil d'Ikea. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de pouvoir, alors ce sera 11 € le fil d'Ikea, 11 € les chevaux de 50 grammes, donc 100 mètres, et ce sera 20 €, 20 ou 21 €. Il faut que je fasse encore mes calculs pour savoir si je n'y ai pas perdu un peu dans les frais, parce que mine de rien, avec l'énergie, etc., je pense que vous savez tous que tout augmente. Donc aussi pour moi, les frais augmentent, donc ma marge diminue forcément. Donc j'hésite entre 20 et 21 €. Il faut encore que je calcule précisément les chevaux de Pérégrine. Alors TVA comprise, hein, pas hors TVA. Donc voilà pour la pérégrine et j'ai fait 3 nouvelles couleurs. Donc vous avez la couleur ici qui est la lichen, qui est classique, que c'est déjà une couleur que j'avais de base. J'ai la couleur Diva que j'ai fait refaire aussi, qui est la couleur aussi de base. J'ai quasiment plus des chevaux de ceux-ci. Et à côté, j'ai fait 3 autres couleurs. Alors j'ai fait un gris que j'ai oublié. Le smoky, je n'en avais plus, j'en ai fait. Le gris foncé, je l'ai refait refaire en Dickey et en fingering. J'ai fait du naturel. Par contre, je n'ai pas refait la rouge, j'ai pas refait la violette et je n'ai pas refait la bleu clair. Par contre, j'ai fait un bleu foncé qui s'appelle Abyss. J'ai fait un vert qui s'appelle Mousse. Et j'ai fait un rouille qui s'appelle Red Fox. Donc voilà pour les laines. Voilà pour Pérégrine. C'était chaud hein, quand même. Donc j'espère qu'elle va partir. Si ça fonctionne bien et qu'elle part bien, dans les mois qui viennent, je relance un batch. Et il y aura probablement une laine de plus, avec un mélange différent, avec toujours de l'Estalen Mérinos. Mais voilà, donc c'est reparti. Ça arrive à peine que s'il faut songer déjà à repartir. Donc là, dans les semaines qui viennent, je vais mettre en écheveau, étiqueter pour préparer Malakoff, parce que vous allez la découvrir à Malakoff. Si vous avez envie de l'acheter avant, achetez-la avant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, je ferai des petits sets goûter à tout, où vous pourrez avoir des mini-écheveaux de toutes les couleurs. Ça vous permettra de pouvoir tester l'épaisseur, tester la couleur, tester de la broderie. Je ferai ça. Et à côté de ça, ben, je ferai un kit d'un bonnet. Voilà, pour Malakoff, il y aura un kit bonnet. Il y a le kit des moufles Winter in Scotland qui est en pérégrine. Il y a le Delftware qui est en pérégrine aussi. Donc ça vous donne l'opportunité aussi d'utiliser le même fil parce que vous pouvez mélanger le batch 2 et le batch 1. C'est quasiment la même chose. Donc voilà pour pérégrine qui sera disponible bientôt sur mon site internet. C'était une grosse aventure. Ça n'est pas terminé. Maintenant, il faut pouvoir vendre, et vous le vendre, et faire tous les salons que sont prévus cette année, parce qu'il y en a quelques-uns. Je ne vais pas beaucoup être à la maison, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc, voilà pour Pérégrine.
Et un truc que je voulais montrer, c'est ça en fait. À côté, la hausse, c'est Diva, c'est le premier batch. À droite, c'est Lichen, deuxième batch. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence pour dire. Voilà, il n'y a pas de différence. Vraiment, enfin, l'une est un peu plus gonflante parce qu'elle n'est pas en cône serré comme l'est le cône de lichen, mais ceci, c'est juste un fond de peloton, donc forcément, un fond de peloton, ça a eu le temps de se détendre. Vous voyez, c'est un fond de pelote, un fond de laine comme ça. Donc, avec le temps, le retors se laisse un petit peu aller, un petit peloton comme ça, forcément. Voilà, ça, c'est Pérégrine batch 1. Mais il n'y a pas de différence quasiment au niveau filage. Un tout petit peu plus de gonflant peut-être au niveau du batch 2 et encore. De toute façon, c'est les mêmes moutons, c'est la même lavage, c'est quasiment, il y a le batch 1 c'était l'éleveur, 2 éleveurs, le batch 2 c'est un éleveur, mais honnêtement, à part la filature qui change, les couleurs qui changent, parce que ça c'est de l'écotex, ça c'est du GOTS, donc ce sont des normes au niveau couleur, normes environnementales, eh bien, il n'y a rien qui change. Honnêtement, franchement, vous pouvez mélanger. Il y aura des différences de bain, forcément, puisque, enfin, je me suis adressée à deux filatures différentes, et en plus, même sur la même filature, la même personne qui travaille la couleur, vous avez des différences de bain. Donc, si vous achetez deux écheveaux de lichen batch 1 et deux écheveaux de lichen batch 2, vous allez devoir les alterner pour ne pas vous retrouver avec des démarcations. C'est comme ça aussi sur les fils industriels. On ne sait jamais reproduire à l'identique, mais totalement à l'identique. Il faut faire attention au bain quand vous vous tricotez vos laines, si vous avez des bains différents. Donc voilà pour Pérégrine, c'était le petit ajout que je voulais faire. Alors, question. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je remarque que dans les commentaires, il y a de plus en plus de questions, et des questions qui ne sont pas anecdotiques, qui ne sont pas où je vais trouver ça ou ceci, cela. C'est quand même des questions qui nécessitent parfois de longues réponses. Et bon, voilà, moi je réponds, hein, mais tout le monde ne lit pas les commentaires, et puis je réponds quelquefois de manière succincte, et je pense que c'est peut-être intéressant de commencer à vous répondre. Alors, j'ai noté deux choses pour ne pas rallonger la sauce au niveau de la vidéo. La première chose, c'est que quelqu'un m'a demandé comment placer les... Elle fait un peu le top-down pour elle toute seule. Elle veut apprendre à comment placer les marqueurs pour les manches. Alors, je ne peux pas répondre à cette question comme ça. C'est impossible de répondre à cette question comme ça. C'est une question qui, ben voilà, d'abord, il faut que je connaisse la taille, il faut que je connaisse l'épaisseur, il faut que, ben voilà, me dire comment est-ce que je place les marqueurs, ben, non, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre comme ça. Il y a des calculs mathématiques. C'est de la mathématique, en fait. Le calcul c'est vous avez un tiers pour les manches et deux tiers pour le corps. Et ça dépend du montage. Si vous faites un raglan, si vous faites un yoke, si vous faites quelque chose, un circulaire, enfin un montage, un emplacement circulaire, si vous faites des set-in sleeves, ça dépend du style que vous voulez donner. C'est impossible de pouvoir dire, ok, c'est comme ça. Il faut calculer, est-ce qu'elle veut des manches à aisance négative, elle veut des manches à aisance positive. C'est pas possible. Il existe des ressources pour pouvoir apprendre à relativement pouvoir grader facilement un pull. Ce sont des ressources dont je me servais au début, dont je ne me sers plus, parce que maintenant, je constate quand même que, par exemple, pour le raglan, ça laisse trop de masse sous les bras. Mais ce sont des indicateurs. Eh bien, c'est le livre The Knitters and Book Top Down Sweater de Anne Budd. Ça, c'est vraiment un livre de base. Alors, c'est pas pour les designers, franchement. Si les designers peuvent s'en servir pour avoir une base de la base de la base, mais minimale de syndical, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas avec ça que vous allez construire un pull et commencer à écrire des patrons. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut faire un patron seul, pour vous, pour votre corpulence, pour votre morphologie, c'est une bonne base. C'est Unknitting, non, Unknits Resource Book, je ne sais plus. Je vous le mets ici, je mets la barre de référence ici, vous le trouvez sur Amazon de toute façon. Et vous aurez tous les calculs pour différentes épaisseurs de laine, pour différentes tailles, version enfant, version adulte et différents top-down, donc du circulaire, du set-in sleeve, du raglan. Donc, pas que, il y a plus, je ne sais plus exactement, mais ça fait longtemps que je m'en suis plus servi de ce livre-là, mais voilà, ça c'est un livre de référence que je pense que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Alors c'est en anglais, malheureusement, il n'y a rien en français. Il n'y a rien en français du tout.
Il existe un autre livre qui est Circular Yoke, dans lequel on apprend comment, et il y a des calculs mathématiques, alors encore une fois c'est en anglais, pour apprendre à comment faire pour calculer le tour de cou, les augmentations, placer les augmentations, soit en radian, soit en, allez, soit en radian, soit en concave, convexe, je ne sais plus. Enfin, vous m'avez compris, hein, comme un petit show d'Elisabeth Zimmermann. Vous allez avoir ça, donc vous pouvez, et ça vous aide à calculer, c'est encore en anglais. Ce livre-là, j'en ai parlé quand dans le livre, dans l'empiècement circulaire, la vidéo que j'avais fait sur les pulls à empiècement circulaire. C'est peut-être une référence pour vous, si vous parlez anglais, mais encore une fois, moi j'ai construit mon savoir design, sur les bases que ma grand-mère m'a appris au niveau couture. J'ai appris sur le tas, mais ma grand-mère cousait et ma grand-mère a eu des formations de couture. Elle, c'était une couturière très experte, vraiment très, très experte. J'ai appris à décalquer des patrons, j'ai appris à reporter ces patrons. Donc moi, j'ai un esprit couture, si vous voulez, quand je design un tricot. Donc je sais où placer des pinces, je sais où placer les pinces de poitrine, de dos, de fesses, comment ça peut aller sur un corps en fonction du corps. C'est très difficile de dire, il y a une formation, ça vous cadre. Le métier de designer, en fait, c'est quelque chose que vous allez apprendre et enrichir avec le temps, et plus vous avancez, plus vous enrichissez ça. C'est pas possible, en fait, de dire il y a une formation et après ça, vous pouvez vous estimer designer. Alors, il existe des ressources. Il y a des personnes qui font des blogs et des articles de blog intéressants. Encore une fois, je répète, c'est en anglais, c'est Sister Mountain, je vous le mets le blog, et Jill Wilcott qui donne des formations, elles, qui sont assez chères quand même, je pense que c'est 300 ou 400 euros minimum, les formations. Donc, elle vous donne des ressources, mais on doit construire en fait, vraiment poser pierre par pierre. Donc, une question du comment est-ce que je place mes marqueurs pour pouvoir faire mes manches, je ne peux pas répondre comme ça en 3 phrases, c'est juste pas possible. Et puis moi, je suis d'avis, vous le savez, je vous le répète depuis des dizaines de fois, de apprendre à pêcher plutôt que de, enfin voilà quoi, le texte du père Damien qui dit apprends à un pêcheur à pêcher plutôt que de lui fournir du poisson, quoi, parce que ben si je vous donne des ressources là maintenant, vous allez construire, vous serez beaucoup plus capable d'être autonome que si je vous dis il faut placer les marqueurs après 15 mailles et puis après 45 mailles et puis voilà, et puis vous savez pas où vous allez. Donc c'est certain que ça apporte une certaine astreinte et ça ne vous permet pas de foncer direct, mais ça vous permettra de reproduire un pull, de recommencer un pull, de faire autre chose, d'explorer des techniques, d'explorer des points, etc., etc., etc. Donc voilà pour la première question. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme autre question? J'ai eu comme question de quelle base je me servais pour grader. Alors, comment est-ce que je grade mes patrons? De quoi je me sers comme ressource pour grader mes patrons? Alors, j'ai des ressources que j'ai trouvées sur Internet. Les tableaux AFNOR, qui sont des tableaux qui sont la norme AFNOR. Voilà, ça c'est pour l'Europe, enfin pour la France du moins. Il faut savoir que dans les magasins, vous n'avez jamais une mesure identique. Mais bon, moi je me base sur ça. Je me base sur les tableaux de taille d'Isolda. Ce sont des tableaux de taille que j'ai reçus de Brooklyn Tweed quand j'avais designé pour eux. Ce pas des patrons qui sont facilement trouvables comme ça. Et puis j'ai accédé au tableau de Jill Wilcott qui a construit un tableau spécial personne normale et personne grande taille. Et donc, taille standard et grande taille. Et donc, moi, j'ai construit en fait, j'ai construit tout mon propre tableau personnel de gradage, enfin de gradation, pas de gradage, avec ça. Voilà. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner les Jill Wilcott de Brooklyn Tweed parce que, un, c'est payant, deux, c'est réservé aux designers. Et voilà, alors je ne suis pas du style à faire de la rétention d'informations, mais si je commence à diffuser ça, ça va être très mal pris de ce côté-là, donc je préfère m'abstenir. Mais voilà, ça existe. Sachez que ça existe. Jill Wilcott, elle a un blog aussi, elle est trouvable sur LinkedIn. Elle a un compte Instagram, je pense, mais elle n'est pas très active. Donc voilà pour comment je grade mes patrons. Alors que ce soit aussi bien au niveau des pieds qu'autour du cou, qu'au niveau de tête, qu'au niveau du corps. Alors voilà. Ensuite, quoi d'autre? J'ai eu une question de Béatrice qui demandait, quand j'ai fait la vidéo sur le tricot circulaire, elle m'a demandé si le tricot circulaire pourrait l'aider à gérer ses douleurs.
parce qu'elle a des gros problèmes articulaires, elle ne peut plus faire la méthode à l'anglaise. Alors, c'est très difficile de répondre, je pense qu'il faut explorer. Un des gros problèmes du tricot, c'est pas la méthode que vous utilisez, c'est la répétition du geste. C'est ce qui provoque les troubles musculo-squelettiques. Alors quand vous avez des problèmes articulaires inhérents de base, outre le tricot, c'est clair qu'il faut adopter la méthode qui vous fait le moins de douleur possible. Il existe la méthode à l'anglaise, il existe la méthode à la continentale, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'Irish cottage style cottage, je ne sais plus, l'Irish cottage style, c'est une sorte de mix entre la continentale, la droite et l'anglaise. Bref, moi c'est un peu ça que je fais. Il y a le tricot à la portugaise, vous savez, le tricot qui tourne autour du cou et on attache ici pour pouvoir ne pas avoir à gérer le fil. Il y a déjà une tension dans le fil. Il y a une multitude de techniques de tricot pour explorer aiguille droite, aiguille circulaire, aiguille double pointe, aiguille adiflix. Ne vous limitez pas à une technique, ne vous limitez pas à un outil. Explorez ce qu'il vous convient, vous, parce que c'est comme ça que vous pourrez tricoter longtemps, et surtout apprenez plusieurs techniques. Parce que quand vous avez commencé à avoir mal dans l'index par exemple, parce que vous faites le saut du crapaud à l'anglaise, il va falloir apprendre à faire autrement. Donc autant apprendre autrement de toute façon, essayer la continentale ou essayer de jeter le fil avec le troisième doigt ou le tricot à la portugaise. Non, oui, c'est à la portugaise, je ne sais plus ce que je disais. Donc apprenez plusieurs techniques parce que ça vous permettra d'alterner vos techniques et de ne pas solliciter tout le temps les mêmes muscles, de toujours faire les mêmes mouvements, de ne pas pas générer des troubles musculo-squelettiques, parce que c'est vraiment ça. Apprenez à être détendu quand vous tricotez, à être bien installé. C'est surtout ça qui est fondamental. Minimisez les gestes, faites des pauses, faites travailler vos articulations, posez-vous, minimisez vos gestes, aiguille circulaire ou aiguille droite, explorez, essayez. Béatrice, voilà, je vous réponds, essayez vos techniques, rien n'est limitatif en fait, si ce n'est votre corps. Et donc, c'est pas parce que vous avez des problèmes articulaires, et ça c'est valable pour tout le monde qui a des problèmes, vous pouvez essayer de tricoter. Alors ça fonctionne pas, peut-être qu'il faudra vous orienter vers le crochet. Mais il y a des manières multiples et variées de tricoter, et moi j'ai découvert il y a quelques années, en fait, une dame qui tricotait énormément, et cette dame, elle a été amputée d'un bras. Vous imaginez un peu, elle s'est retrouvée sans un bras. Comment allait-elle tricoter? Eh bien, elle a trouvé moyen de pouvoir tricoter. Et en fait, elle a fait un mix entre le tricot à la portugaise et elle a fait faire une ceinture spéciale pour pouvoir mettre son aiguille, pour pouvoir avoir la possibilité de pouvoir avoir son aiguille. Je ne sais plus si c'était le bras gauche ou le bras droit, je pense que c'était le bras droit, pour pouvoir coincer son aiguille à la place de son bras et pour pouvoir continuer à tricoter. Donc, des astuces et des trucs et astuces, il y en a plein. C'est important de ne pas se limiter et d'essayer. Ça vous fait mal, arrêtez, essayez autre chose. Alors, n'investissez pas des milliers d'euros, demandez à prêter du matériel, ou essayez du matériel que vous ne trouvez pas cher, ou chez Emmaüs, si on trouve encore des aiguilles à tricoter chez Emmaüs, par exemple. Ça vaut la peine de chercher et de se poser des questions et de faire des essais sur les techniques à adapter, et surtout, pour éviter les problèmes articulaires, bougez vos bras, changez de position, minimisez vos gestes, parce que c'est surtout ça le problème, c'est les troubles musculo-squelettiques. Voilà. Donc, je pense que c'est le genre de choses auxquelles je vous répondrai ponctuellement dans les podcasts, parce que ça ne nécessite pas une vidéo complète. Si vous avez envie de poster ce genre de questions et que vous attendez que je fasse un podcast sur le sujet, n'hésitez pas à le mettre en barre de commentaires. Ainsi, je sais, je les note et j'en parle. Alors, je ne vais pas répondre à 25 questions sur un podcast, sinon ça va être terriblement long. Déjà, ici, on est dans le blabla monstrueux. Hein. Je vous avais dit, prenez votre café. Là, moi, je l'ai terminé, mon café, pour vous dire. Hein. Je n'ai pas tricoté, mais je suis sûre que vous avez fait 25 rangs, minimum. Donc, voilà. Je ferai ponctuellement, de temps en temps, des réponses aux questions et sur ou les techniques que j'ai découvertes. Par exemple, là, j'ai découvert récemment une nouvelle technique pour faire du tricot jacquard 3 couleurs, avec une thèse qui a été faite sur le sujet. Donc, j'en parlerai de toute façon. Ça va rester plus informel que les vidéos techniques que je fais d'habitude.
Voilà. Donc, je rappelle pour les événements, je serai à Malakoff le week-end du 11 et 12. Je serai à Nice le 25 mars et 26 mars. Il reste encore des places pour l'atelier mosaïque. N'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie d'y aller. Malakoff, je pense qu'il reste un tout petit peu de place pour le brioche et je ne suis pas certaine parce que la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il restait 2 places. Tricot chaussette, je crois qu'il reste 3 places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Les ateliers en Alsace seront diffusés d'ici peu. Je mettrai un message ici sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et je vous renverrai sur mon site internet pour que vous puissiez acheter votre place sur le site internet. Et puis pour les prochains salons, je vous les annoncerai en mars parce que probablement que les annonces vont se faire en masse. Il y en aura encore d'autres auxquelles je ne suis pas inscrite et qui vont certainement tomber d'ici peu. Voilà. Donc, j'ai rien en mai, je n'ai rien en juin, j'ai quelque chose en juillet, j'ai quelque chose en septembre, peut-être en août, peut-être en octobre et peut-être en novembre. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. J'ai repris les newsletters il y a 1 ou 2 jours. J'ai rien fait pendant quasiment, depuis le 1er janvier en fait. J'ai rien envoyé parce que j'étais trop dans Pérégrine, et puis prendre un peu de distance. Puis après, avec le décès de maman, je pense que j'ai eu un sérieux contre-coup. J'ai maintenu le rythme jusqu'à la fin de l'année. Et puis après que Landgiftelung a été terminé, moi j'ai été sur les rotules. Réellement, sur les rotules, j'ai mis 3 semaines à me remettre de ma grippe. J'ai mis énormément de temps à me remettre. Là, j'ai eu le temps, même au niveau créativité, j'étais dans les tréfonds. Hein. Et là, je suis allée à Bruxelles, j'ai vu Sylvain, on a discuté des projets, on a plein d'idées. Il va juste falloir cadrer les choses parce qu'on n'a jamais que 2 mains tous les deux. Donc, et on a fait un travail par ailleurs aussi, lui, pour lui. Enfin, moi, c'est mon job premier, mais lui, c'est pas son job premier. Donc, voilà. Je pars dans tous les sens. Je suis désolée, vous avez terminé votre café, vous avez eu le temps d'aller chercher un 2e café. Donc, je rappelle, abonnez-vous, newsletter, et ce sera à la prochaine fois.